Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce 7 Info, le débat. Chaque jour, des femmes, des hommes et même des enfants sont victimes de violences basées sur le genre, souvent dans le silence. Malgré les campagnes de sensibilisation, beaucoup hésitent encore à parler ou le font trop tard. Pourquoi ce silence? Est-ce la peur, la honte, la pression sociale ou encore un manque de confiance dans les institutions? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans cette émission. Pourquoi les victimes ne parlent-elles pas à temps? 3 invités sur ce plateau. La première, c'est Madame Tro Malamita. Elle est spécialiste en genre, jeunesse et inclusion. Bonsoir Madame Tro, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. En face de vous, il y a Monsieur Valentin Zawi, il est sociologue. Merci également d'être avec nous. Avec grand plaisir. Juste à côté de vous, il y a ma chère collègue qui a décidé de venir sur ce plateau parler des questions de VBG, Mme Gay. Très heureux de vous retrouver juste après la présentation de votre journal. Merci d'être là. Je t'en prie, Daniel. Alors, sans plus tarder, on va commencer nos échanges. Ma première question va s'adresser à Madame Tro Malamita de façon très directe. Pourquoi aujourd'hui encore les victimes de violences basées sur les genres arrivent à hésiter ou hésitent-elles à parler en temps réel? Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, il faut aller dans les origines. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de violence basée sur les genres, c'est un sujet tabou. Bien vrai qu'il y ait plusieurs campagnes de sensibilisation, bien vrai que le gouvernement ait mis des politiques en place, bien vrai qu'il y ait des mécanismes de réponse des violences basées sur les genres, la situation et la question restent véritablement une situation préoccupante. Parce qu'en question de la loi du silence, elle existe. Malheureusement, nous sommes dans une société patriarcale où les normes et les valeurs socio-culturelles régissent nos manières de penser, nos manières de voir et dirigent même toute la communauté. Donc, du fait de notre éducation, du fait des valeurs que nous avons au sein de nos différentes communautés, la loi du silence est de mise. Donc, pour une femme ou pour un homme victime d'une violence ou d'une inégalité sociale, il est vraiment difficile pour lui de récriminer ou de s'exprimer dans la société. Donc, du fait que nous sommes dans des familles avec des valeurs bien précises liées à la tradition, liées à nos coutumes, nous avons pris l'habitude de ne rien dire, donc de garder le silence face à des inégalités, face à des injustices et face à des abus de pouvoir. D'accord. Malheureusement, je dis bien malheureusement, nous sommes dans des familles où, par habitude, nous sommes nés, nous avons constaté que nos parents, nos aïeux étaient battus, étaient victimes de discrimination, étaient victimes d'inégalités. Et pour nous, c'est normal. Et en grandissant, nous sommes encore confrontés malheureusement à ces déséquilibres de pouvoir, à ces déséquilibres d'inaccessibilité en termes de chances et en termes d'opportunités, ce qui revient pour chacun de nous en tant qu'individu de faire face à nos propres démons qui sont la loi du silence. D'accord. Pourquoi nous sommes à cette situation aujourd'hui? Je pense que la situation est liée à nos valeurs socio-culturelles. Ce serait à nous, dans les familles dans lesquelles nous naissons, de pouvoir travailler. Et quand je dis de travailler, la première source d'éducation d'une famille, c'est la femme. Et la femme elle-même, elle accepte de manière tacite la violence, du fait même de la discrimination qu'elle met dans l'éducation de ses propres enfants. La femme accepte la violence. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, Mme Gay? La femme accepte la violence du fait de son éducation. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Accepte, j'aurais pas dit accepte, mais j'aurais dit subit sans rien dire. C'est vrai que c'est une forme d'acceptation, d'accord, mais c'est pas vraiment qu'elle accepte. C'est comme Madame Tro a dit, c'est une question d'éducation. Donc déjà, dès la base, on est face à ce genre de situation-là où il y a de la violence et en quelque sorte, on n'y peut trop rien, donc on fait avec. Vous qui êtes journaliste donc fréquemment sur le terrain, est-ce que ce silence-là, il est vraiment visible sur le terrain dans les histoires que vous couvrez généralement? Oui, bien sûr. C'est un silence, un lourd silence malheureusement, mais
Et effectivement, il y a cette peur-là. Moi, je pense que ce n'est pas un choix, le silence, mais pour ces femmes-là ou pour ces personnes-là qui sont confrontées à ce genre de situation, c'est une contrainte. Alors, est-ce que vous avez dans votre répertoire une personne qui a déjà été victime et qui a renoncé à parler, qui a renoncé à dire mot sur ce qu'elle vivait? Oh, beaucoup. On parle d'une anecdote, tellement. un exemple. Tellement. Et alors, je connais quelqu'un qui a vécu ça, donc qui était battu par son conjoint. Donc une femme. Et une femme, oui, Okay. qui était battue par son conjoint. Et alors, tout le monde derrière elle lui demandait de porter plainte, de se rendre devant la loi pour régler cette histoire-là. Mais tout ce qu'elle a dit, c'était qu'elle voulait sa paix, elle voulait pas de problème, et que elle laisse tout entre les mains de Dieu. Bon, on est en Afrique en général, c'est ça. Je laisse entre les mains de Dieu, Dieu va s'en charger. Oui, Dieu va s'en charger, mais pas tout de suite. Je veux dire, voilà, il faut quand même mettre ces personnes-là face à leurs responsabilités, et puis. Alors, M. Valentin Zaroui, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend le plus souvent. Je laisse pour moi à Dieu, c'est mon foyer, il faut le préserver, j'ai pas envie de parler. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce silence-là est devenu une norme sociale dans certains contextes? Norme sociale, oui, peut-être dans certains contextes, comme vous le dites, mais en même temps, il faut relativiser. En fait, ce qu'on doit comprendre, nous sommes des sujets sociaux. On a été structuré avec des croyances, des idéologies. En fait, c'est ce qu'on appelle une construction sociale en l'éducation dans une société. Donc, au bout de la chaîne, c'est comme si nous étions formatés. D'accord. Les réactions que nous avons, Madame Troll a bien signifié que nous avons viennent de très loin. Ça va chercher nos normes traditionnelles, nos valeurs, certains paradigmes. Et donc, oui, après, on sort de zones rurales, et puis on s'urbanise, et puis on vient en ville, et puis parfois, quand ça nous arrange, on va dire c'est la tradition, quand ça ne nous arrange pas, on va dire autre chose. Il y a une sorte de fuite en avant, mais la violence, malheureusement, est admise comme une norme. Et vous avez ça dans cette sphère culturelle où la femme qu'on donne en mariage, dans le kit qu'on lui remet, il y a même une verge. Mais le message qu'on lui envoie en creux, c'est oui, si tu n'es pas à ta place, on va te battre. Donc quand quelqu'un est, formaté comme ça, et qu'à la fin, effectivement, cette personne arrive dans le foyer et qu'elle est victime de violence, elle se dit, mais avant d'y arriver, on m'a dit que non, ça fait partie du jeu. Donc déjà, psychologiquement, on n'est pas dans la disposition pour entreprendre une démarche. Est-ce que ça existe aujourd'hui encore, ces valeurs culturelles? Ah, malheureusement, oui. Oui, dans certaines sociétés, oui. Malheureusement, oui. Alors, malheureusement. Et même parfois, il y en a qui vous dit non, c'est juste pour déconner, c'est pour la symbolique. Non, mais pas du tout. Pas du tout, parce que le monsieur à qui on donne une femme en mariage et à qui on envoie ce message, et à cela, comme vous ajoutez, elle avait aussi dit, nous sommes une société foncièrement patriarcale, où tout a été décidé par les hommes et pour les hommes. Donc, en termes de domination masculine sur la jeune féminine, c'est plus que prégnant. Donc, oui, enfin, c'est un contexte, et l'environnement est tel que, finalement, on va agir, il y en a qui vont subir, et on est tous convaincus que c'est dans l'ordre normal des choses. Non. Heureusement que, depuis quelques années, il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été mises en place pour expliquer, effectivement, aux uns et aux autres que la violence n'est pas une norme. En tout cas, pas dans nos environnements de vie. Alors, parmi les raisons qui viennent justifier ce silence donc de ces personnes victimes de VBG, il y a souvent ce mot-là qui revient le plus souvent, le mot peur. Finalement, on a peur de quoi? Je dirais qu'on a peur des qu'en dira-t-on. Je dirais qu'on a peur de l'impact de nos actes face à la tradition, face à la religion et face aux pesanteurs socioculturelles. Je m'explique. Il a dit tout à l'heure, quand on se marie, il y a de la verge dans les bagages, dans le kit de mariée de la femme. Ça veut dire de manière tacite et implicite, on dit à la femme, tu es susceptible d'être battue, et quand tu es battue, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Ça, c'est clair et c'est fondamental. Donc, si on part sur la base de ça, c'est de manière implicite mis dans la tête des femmes que quand vous allez pour vous marier, vous êtes susceptible d'être battue.
Donc, de facto, tu n'as pas à te plaindre. Donc, déjà, la société te met une barrière. Donc, tu n'as plus de recours. Et même quand tu te trompes pour revenir en famille, pour exprimer le fait que ton mari te porte main, on trouve que tu es quelqu'un qui te plaint trop, ou bien tu veux vraiment quitter, tu n'es pas une bonne femme, parce qu'il y a des valeurs et des critères de bonne femme. Maintenant, on va aller plus loin. Quand on va plus loin, vous demandiez tout à l'heure, est-ce que de nos jours c'est récurrent? Oui, c'est récurrent. On n'a pas besoin d'être dans une communauté rurale pour dire que oui, c'est dans les communautés rurales qu'on subit plus de violence. Je vous dis qu'en ville, c'est la totale. Ah bon? Oui. Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, il y a plusieurs cas. On a plus de 45% des cas de drogue. Et quand on parle de cas de drogue, c'est des cas de déni d'opportunité, des cas de déni de ressources, qui sont le plus souvent liés à des cas de pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Violence économique. D'accord. Donc, quand on parle de violence économique, c'est que la femme n'a pas assez de pouvoir, capacité économique. Donc, dès le moment où la femme n'a pas la capacité économique, elle devient quoi? Elle devient une victime. Donc, elle devient sujet d'harcèlement, sujet de discrimination, sujet de stigmatisation. Donc, cet homme qui a ce pouvoir, non seulement physique, mais en même temps ce pouvoir traditionnel que lui confère la société, commence à agir de manière tassée sur cette femme. Donc, elle n'a plus son mot à dire. Elle n'a plus de pouvoir en tant que telle. Donc, elle est réduite à la situation, à la bonne volonté de l'homme chez qui elle vit. Et cette femme, lorsqu'elle commence à prendre son ascension en termes d'autonomisation, elle devient encore victime des violences. Parce que là, l'homme lui dit, tu n'es plus la femme idéale que je souhaitais, tu deviens la femme, comme on le dit, en griffe. On nous dit que les femmes insoumises. Donc les femmes... Ça c'est quoi? C'est l'orgueil qui parle maintenant? Oui. Oui, elle devient une femme insoumise, impolie, donc elle ne me respecte plus, comme on le dit, en griffe. Et ça aussi, c'est une autre source de violence. Et cette violence, elle est encore subie par ces femmes aujourd'hui, en griffe, intellectuelles, battantes, qui sont dans nos communautés et qui vivent avec nous. Donc, le silence n'est pas fait du fait de la vie rurale, mais c'est fait du fait de la sociologie et de l'environnement dans lequel nous évoluons. Vous allez poser la question, est-ce que les institutions ne sont pas assez fortes pour que les femmes arrivent à dire non ou bien à parler? Oui, je dis toujours, quand on crée un environnement socio-culturel, quand on élabore des politiques, l'État a fait son travail. Mais nous, en tant qu'acteurs, qu'est-ce que nous faisons? Vous, elle, moi, nous avons chacun de nous, dans nos différentes familles, un rôle à jouer. Vous avez des enfants, ce n'est pas des enfants, vous avez une soeur. Ce n'est pas une soeur, vous avez une amie. Quel rôle vous jouez vis-à-vis de cette personne? Mais justement, il y a souvent des familles qui veulent elles-mêmes étouffer l'affaire en question. Est-ce que vous avez une anecdote là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos, Mme? Moi, je voulais déjà rajouter à ce que Mme Tro a dit, la question que tu as posée sur pourquoi la peur, pourquoi ils ont peur. Mais il y a aussi la peur des représailles. Parce que le mari ou le conjoint en question pourrait récidiver. Et en général, il menace. Si tu parles, si tu en parles, je vais j'ai évité d'utiliser les termes en question. Mais il y a cette peur-là des représailles. Et pas que venant du conjoint ou du mari, de la famille aussi. Parce qu'on a tendance en général à dire, comme Mme Tro disait encore, c'est ton rôle, donc tu dois supporter. Et la famille même, en fait, dans beaucoup de cas, est complice. Parce que quand tu dis à la jeune dame ou à la femme ou à ta fille qui part se marier, quand elle vient se plaindre à toi, mon mari me bat ou mon conjoint me bat, et que tu dis, non, ça va aller, il faut supporter aussi. S'il est venu demander pardon surtout, faut pardonner. Mais non, on ne devrait pas arriver à ça. Il y a une expression qui revient souvent, les problèmes de famille doivent rester en famille. Est-ce que c'est pas ça qui justifie tout ce silence aussi? Certainement, parce que oui, parfois on vous dit que quand la violence se passe en famille, il faut se débrouiller pour gérer. C'est un peu ce qui est... Le linge sale se lave en famille. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Merci de me la passer. Oui, donc il y a cette donne-là qu'il faut prendre en considération. Après, Mme Tro a abordé un point qui est important. Par rapport à... Bien entendu, la violence n'est pas située dans une zone.
On en a en zone rurale, mais on en a aussi en ville. Et il n'y a pas non plus une classe sociale qui est plus concernée, qu'on soit dans la précarité, qu'on soit à un niveau plus élevé. Tout le monde peut être battu. Tout le monde, voilà. La violence, elle est partout. Ça se voit chez nous, ça se voit sous d'autres cieux. Donc ça, c'est important aussi à souligner. Après, c'est vrai qu'on a créé un environnement qui n'est pas de nature j'ai failli dire encourager les victimes spontanément à faire la démarche. Parce que une femme qui va, d'abord, vous savez comment c'est perçu chez nous, hein, une femme qui est mariée, c'est un peu le Graal, quoi. Une femme qui n'est pas mariée, on considère qu'elle a arrêté sa vie. Donc déjà, c'est ce qu'on met dans la tête des femmes. Et dès l'instant où elle va dans le couple, enfin dans le foyer, que les choses se passent mal, à partir de l'instant où elle a été conditionnée à tout supporter. C'est cela, en fait. Donc quand il arrive qu'elle prenne des coups, qu'elle arrive que psychologiquement elle soit victime de violence, elle n'ose plus retourner en famille pour dire ben voilà ce que je vis. Alors c'est vrai que quand on dit ça, il faut quand même reconnaître que, comme j'ai dit, avec les dernières actions menées par des ONG, il y a quand même, ça commence à bouger. D'accord. Et heureusement, parce qu'autrement, ben, écoutez, les gens vont rester dans les foyers à se laisser battre, et puis il y a des situations regrettables. Non, il y a ce problème-là qui est que il y a ce que l'État fait, et ces dernières années, effectivement, il y a quand même des dispositions qui ont été prises. Quand il y a viol, tout ce qui est certificat médical, encore que bon, là, il y a encore, c'est 50 000 francs, et c'est pas toujours à la porte de tout le monde. Mais bon, il faut que le juge intervienne pour que ça soit gratuit. Donc, il y a encore des efforts à faire. Il faut que ça soit dit. Mais c'est vrai qu'on est encore dans une situation où, en fait, les astres ne sont pas forcément alignés pour qu'à la fin, il y ait une sécurité, une protection pour éviter des situations qui sont parfois dramatiques, qui ne sont pas une fatalité. Et ce qu'on peut constater aussi sur le terrain, c'est à l'issue de certaines violences basées sur le genre, il y a le facteur honte qui habite certainement les différentes victimes. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela alors que ces victimes-là ne sont pas forcément coupables? On va revenir toujours sur l'aspect social. Oui, comme il a toujours dit. Ça. En fait, être victime de violence en communauté, aller s'exposer sur la place publique, comme on le dit, c'est comme jeter l'opprobre sur sa famille. Exactement. Et c'est comme jeter le discrédit sur son mari et vraiment perdre toute crédibilité. Donc, pour toutes les femmes qui sont victimes de violence, qu'elles soient dans une zone rurale ou en ville, aller porter plainte ou y aller dans un service doté de prise en charge pour une écoute. Déjà, c'est une démarche qui est difficile. Parce que c'est comme on le dit, c'est comme exposer sa famille, c'est comme exposer tous ces... Et c'est ce qui les retient. Et c'est ce qui les retient. Et au-delà de ça, comme on le dit, c'est apporter la honte, en fait. Parce que c'est comme ouvrir, en fait, la porte de ton intimité à toutes les personnes étrangères. Donc, c'est comme si vous perdez un peu de votre pudeur. Malheureusement, ce sont ces valeurs qu'on a reçues encore liées à la violence. En tout cas, qui continue toujours de mettre les personnes victimes de violence dans un carcan de non-expression. Pour moi, c'est non-expression. Quand on parle de silence, le silence vient du fait qu'on est dans une famille où on a vu notre mère être battue, on a vu notre soeur être battue par notre frère, où on a accepté. Et c'est vraiment difficile pour une femme qui vit dans un environnement, qui naît dans cet environnement de la société-là, sortir, aller porter plainte. C'est comme vous venez lui dire d'aller se jeter dans la lagune. Parce que pour elle, c'est une acceptation vraiment de fait. Donc, comment travailler à ce fait-là? C'est vrai qu'il y a des mécanismes qui existent, mais pour moi, c'est une construction. Quand on veut changer des normes, il faut transformer. Et c'est on va y revenir, Madame Tro. On va y revenir. Allez, très rapidement. Très rapidement. C'est vrai qu'en termes d'acceptation, c'est beaucoup plus de la résignation parfois. Oui. C'est parce que finalement, il y a l'impact, l'effet que la société a sur l'individu. Et parfois, c'est tellement coercitif que, en tant qu'individu, on se dit je n'y peux rien. D'accord. Donc, oui, peut-être qu'il y a des sujets sociaux qui sont dans l'acceptation, je vais y arriver, mais c'est aussi parfois beaucoup de résignation quand on tient compte de la pesanteur que la société, en tant qu'environnement de vie, peut avoir sur les acteurs sociaux. Alors, Mam, dans votre environnement, est-ce que vous avez déjà eu affaire à une victime qui a fini par parler après longtemps?
Oui, ça arrive. Et puis, bon, après, on en voit très régulièrement aussi sur les réseaux, des gens qui finissent par parler, mais qui, dans leur récit, disent bien que ça fait très longtemps qu'elles n'avaient pas eu le courage. Il y en a même qui ont quand même eu le courage de se rendre chez les autorités, on va dire, de force de sécurité, où on leur a dit allez régler ça avec votre mari. Ouais. Mais c'est tellement récurrent. Finalement, qu'est-ce qui pousse une victime à briser le silence alors qu'elle a gardé le secret pendant longtemps? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Mais il peut y avoir une période, j'ai failli dire, de maturation. D'accord. Et puis de ras-le-bol aussi. Voilà, à un certain moment, peut-être que voilà, on a envie ou alors de prise de conscience. D'évacuer. Ça peut être aussi à l'issue de ce que d'autres personnes ont eu la force, n'est-ce pas, de s'exprimer. Finalement, je suis pas seul dans le cas. Il y a d'autres personnes, donc psychologiquement, je suis beaucoup plus à l'aise à le faire. D'accord. Mais il y a quand même un élément qu'il faut peut-être indiquer avant qu'on aille plus loin. Pendant longtemps, c'était un peu difficile aussi pour les victimes parce que quand ils allaient dans nos commissariats, justement, c'était ça ma prochaine question. L'accueil n'était pas au rendez-vous. Justement. Et aujourd'hui, bon, c'est pas encore dans toutes nos communes, mais il y a quand même des endroits spécialisés dans nos commissariats où des personnes ont été formées pour recevoir. Donc, je pense que c'est important aussi à ce Madame, vous confirmez ce que M. Valentin Zawi dit. Est-ce qu'il y a des victimes qui aujourd'hui parlent d'un certain manque de confiance, soit en la justice ou encore à la police? Oui. Toujours est-il qu'il y a beaucoup à faire. C'est vrai que beaucoup a été fait, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Et comme il le dit, il y a aussi des cellules, des gens qui ont été installés au sein des commissariats pour faciliter la prise en charge des survivantes. Et c'est pas dans tous les commissariats, malheureusement. Oui. Et le gap criard que nous avons le plus souvent, c'est qu'on forme des personnes qui, après, comme vous savez que c'est le système de la fonction publique, sont affectés à d'autres postes dans d'autres villes. Donc, ce qui fait parfois qu'il y a un déficit. Donc, elle peut parfois se rendre dans un poste de santé, dans un centre de police et aller rencontrer une personne qui n'a pas été formée. Et du coup, tu es confronté à vraiment la mauvaise prise en charge. Okay. Et je dis bien l'accueil. La première porte d'entrée peut briser ou bien peut susciter une action de brisement de silence. Et tout dépend de la personne que nous rencontrons à la première porte d'entrée. Qu'est-ce qui fait le déclic? Je dirais, chez nous avons l'habitude de parler du partage d'expérience. Plus vous entendez parler des survivantes qui exposent les situations, qui ont vécu des situations, ça booste les autres à briser le silence et aller plus loin. Quand vous écoutez les autres, ça fait des leçons apprises et ça permet aux autres de se transformer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on crée des plateformes, on crée des réseaux de survivantes, on facilite l'engagement et l'intégration de ces survivantes-là pour qu'elles soient source de modèles. Pas source de modèles parce qu'elles étaient victimes, mais source de modèles de reconstruction et d'autonomisation définitive. Permettre à ces femmes-là de dire non et non à jamais contre les violences basées sur les genres. Je veux revenir là maintenant encore sur le manque de confiance. Mam, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Comment est-ce qu'on pourrait justifier ce manque de confiance-là de ces victimes vis-à-vis de nos autorités? Alors moi je pense que la question à ce niveau-là même qu'on doit poser, c'est même pas pourquoi elles n'ont pas parlé plus tôt. C'est pourquoi elles n'ont pas été entendues plus tôt. Parce que si justement, il y avait ces espaces-là dédiés, comme les commissariats où il y a des cellules genre, ou des endroits où elles pouvaient se rendre sans peur de ne pas se faire entendre, de ne pas être crues, d'être discriminées. La question ne se poserait même pas. Donc ça aurait été plus simple et plus facile pour ces personnes-là d'aller directement, parce que je sais que j'ai confiance en la personne vers qui je suis en train d'aller. Il n'y a pas de raison que je n'y aille pas. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Je vais ajouter quelque chose sur ce qu'elle a dit. Très rapidement, c'est vrai, on parle beaucoup des centres de police, mais je dis, pour l'État, ce que l'État a mis en place, ce sont des centres d'accueil.
Donc nous avons le centre d'accueil d'Adiaké, dans le centre pour les femmes. Nous avons avant le centre Pavios, qui a été créé juste après la crise de 2010. D'accord. Voilà, qui permet aussi la prise en charge. Donc tout dépend des portes d'entrée. Et si ces portes d'entrée, comme je le dis, ces personnes-là sont outillées, c'est facile de faire la prise en charge et c'est facile de faire le déclic. Donc on n'est pas focus sur le commissariat parce qu'en réalité, en cas de VBG, la première porte la plus urgente, c'est les centres de santé. Est-ce que ça, ce sont des informations que les populations ont sur le terrain? C'est ça, justement. Bon, ces dernières années, il y a quand même il y a le mapping qui des efforts au niveau même du ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant. Il y a, on peut toujours faire mieux, hein, c'est clair. Mais pour revenir d'un mot sur la question que vous posiez, la confiance que les survivantes peuvent avoir dans le système judiciaire, enfin, au-delà des survivantes, c'est même, j'ai failli dire tous les membres de la communauté. D'accord. La perception qu'on a de notre système judiciaire, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur, mais c'est quand même important dans une société de savoir, est-ce que les citoyens ont le réflexe d'aller vers la justice quand ils se sentent lésés. On a ce débat chez nous. Il y a un travail qu'il faut faire pour qu'effectivement les citoyens que nous sommes, nous ayons confiance dans notre système judiciaire et qu'on se dise, oui, je me suis senti lésé, j'ai été victime, je peux aller porter plainte et puis à la fin, je vais avoir gain de cause. Donc je pense que c'est un travail de longue haleine. Maman, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter que je pense que ces centres-là devraient faire beaucoup plus de communication parce que sur le terrain en général, ces femmes-là ne savent pas où aller. Mais ça ne coupe pas non plus les rues, ces centres. C'est ça, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Mais pour le peu qui existe, il devrait y avoir beaucoup plus de communication pour que ces femmes-là sachent que si elles se retrouvent dans cette situation-là, elles peuvent aller directement dans ces centres-là pour se faire prendre en charge. Mam parle de communication, ça me permet d'aborder la question du rôle des médias pour résoudre cette problématique. Comment est-ce que vous le voyez? Ok, merci pour la question. Je suis très à l'aise sur ce point parce que je sais qu'il y a quand même 2 ou 3 ans de cela, il y a eu une polémique sur l'implication des médias pour tout ce qui est lié aux violences basées sur le genre. Je vais aborder le problème sur 3 angles. Pour moi, c'est très important parce qu'il y a un axe communication sur la stratégie de violences basées sur le genre. Et cet axe est très important. Donc communiquer, c'est important, mais comment impliquer les médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre? Comment impliquer les médias? Le premier point, c'est le renforcement des capacités. Parce qu'il y a des thèmes, il y a des principes directeurs qu'il faut appliquer. Donc en tant que média, il faut que chaque acteur soit vraiment outillé à la matière et ait le langage approprié. C'est pas tous les sujets qu'on diffuse à la télévision et c'est pas sur tout qu'on communique. Donc il y a une manière de communiquer. Donc il y a des mécanismes de communication sur les violences basées sur le genre. Dans des séminaires de formation. Dans des séminaires de formation. Au-delà de ça, moi j'avais en son temps proposé à une maison en griffe de créer une émission. Pas de manière sporadique quand il y a des événements. Excusez-moi du thème, je suis contre ça. Pour moi, chaque média doit pouvoir avoir un espace dédié à la lutte, dédié à toutes sortes de discriminations liées aux gens. Pourquoi? C'est un fait de société majeur. On ne peut pas passer une journée sans être confronté à un cas de violence basée sur les gens. Les gens pensent que c'est une histoire de phénomène. C'est un phénomène nouveau, mais je dis non. Aujourd'hui, on en parle plus parce qu'il y a certaines femmes qui ont décidé, il y a certains hommes qui ont décidé de s'engager et de pouvoir vraiment arrêter ce phénomène. Ça existait depuis longtemps, mais la loi du silence était de mise. Donc, nous avons tous un rôle à jouer, dont le rôle principal, c'est le rôle des médias. Donc, vous avez votre place à prendre, créer des mécanismes, rapprochez-vous des structures de prise en charge qui sont disponibles pour renforcer vos capacités en termes de communication, en termes de techniques de communication et comment aborder, parce que les médias, par exemple, ont un impact plus grand que les organisations, on le fait de manière à proximité et à petite échelle. Avec les médias, un impact beaucoup plus grand. Et aujourd'hui, on passe des évidences. Aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Info. On sait combien de personnes suivent Sainte-Info aujourd'hui. C'est un impact très important. Donc, vous avez un rôle à jouer. Et pour moi, ce serait vraiment important que l'État vous associe dans les campagnes. En tout cas, ce rôle-là a démarré depuis bien longtemps parce qu'on fait de la question des VBG. La question des VBG est bien au cœur de nos différentes productions. Mam, qu'est-ce que vous pensez des journalistes? Comment est-ce que vous jugez le travail des journalistes dans leur globalité sur les victimes des VBG?
Alors, je pense que comme Madame Tro a dit, il y en a, hein, moi j'ai déjà participé à un séminaire sur la lutte contre les violences basées sur le genre, parce que c'est un thème qui m'intéresse aussi. Mais c'est vrai qu'on devrait en faire beaucoup plus. Et comme elle a dit, que chaque média puisse vraiment prendre à cœur ce sujet-là et en faire une lutte quotidienne. La question sur les médias, M. Valentin, est-ce que vous pensez que, on a l'habitude de voir, hein, les médias peuvent quand même aggraver la situation des victimes? Oui, mais mais en général, on dit votre métier, c'est éduquer, informer, divertir, hein, si j'ai bien compris. Donc oui, rien que sur la thématique de l'éducation, parce que c'est important. Je l'avais un peu abordé à l'entame de l'émission. Quand on dit éduquer un enfant, c'est bien différent de l'élever. Enfin, vous et moi, nous savons. Parce que élever, c'est juste donner à manger. L'enfant va croître. Éduquer, c'est inculquer des valeurs humaines, donc des vertus. Le respect de soi, le respect de l'autre. Et les autres valeurs qui s'en suivent. Il y a ce qu'on appelle aussi les valeurs intellectuelles et civiques qui demandent qu'on scolarise un enfant. C'est d'ailleurs un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à un enfant. Et puis il y a aussi les valeurs spirituelles qui sont différentes des valeurs religieuses. Parce que la spiritualité, c'est comment j'interagis avec la nature, avec mon environnement. C'est pour ça que nos ancêtres parfois étaient les premiers écologistes, parce qu'avant d'abattre un arbre, voilà, on sent qu'il y a une âme là, donc il y a tout un rituel, bref. Donc c'est pour dire que oui, l'éducation est essentielle. Il se trouve malheureusement que, pour des raisons diverses, il y a beaucoup de parents qui ne s'investissent plus, je vais y arriver dans l'éducation de leurs enfants, parce que vous observez qu'un enfant, un garçon qui est éduqué, avec ces éléments que je viens donc d'avancer, quand il sera en couple, il va quand même avoir beaucoup plus de considération pour son épouse. Donc, parce que c'est important, tout est, comme dirait mes maîtres, c'est la matière qui oriente l'action. C'est ce qu'on a dans la tête qui nous fait partir à gauche ou à droite. Donc, il y a ce qui est fait en cellule familiale, et en cela, le rôle aussi de vos structures sont essentiels, parce que Mme Tro fait bien de le dire, il y a, en tant que spécialiste, parfois il faut se former pour avoir toutes les clés en termes de lexique et tout ce qui va avec, mais aussi simplement ce travail de sensibilisation, un peu comme ce qu'on fait ce soir. On est en train d'aborder, de traiter du sujet. Alors ceux qui vont écouter, ça pourrait effectivement leur permettre de comprendre plusieurs choses. Donc oui, votre rôle, pour ne pas faire plus long, il est essentiel par rapport à cette thématique-là. Le rôle des médias est essentiel pour la question des VBG. Je vais aborder maintenant le sujet concernant les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes, pour briser le silence, prennent le canal des réseaux sociaux. Ma question là, c'est de savoir si c'est un risque ou une opportunité. Est-ce que, enfin, on le constate, hein, les réseaux sociaux aujourd'hui facilitent la prise de parole. Est-ce que c'est le bon canal? En fait, ce qu'on doit tous comprendre, je pense que nous, on doit être à l'aise avec ça, parce que notre Constitution nous reconnaît la liberté d'expression. Je crois que c'est en son article 19. Donc, on a le droit de s'exprimer. Et c'est important pour un être humain de s'exprimer. Il y a ce qu'on peut dire dans la sphère privée, et il y a ce qu'on dit sur la place publique. Il faut faire attention. On peut s'exprimer, mais après, la liberté d'expression ne va pas avec la notion de responsabilité. D'accord. Et c'est en cela que les réseaux sociaux sont un outil qui ont permis, donc, ces réseaux sociaux-là, à beaucoup de citoyens aujourd'hui de pouvoir prendre la parole. Après, la question, pour revenir à votre question, c'est de savoir comment est-ce qu'on utilise justement cet outil-là. Je le disais sur un autre plateau, les réseaux sociaux, c'est comme un couteau à la maison, en cuisine. On peut en faire des choses bien, mais ça peut aussi être dangereux pour nous. Donc, et même quand on parle des VBG, aujourd'hui même l'avènement des réseaux sociaux cet avènement a permis de donner écho à ces violences basées sur le genre. Et c'est en cela que c'est positif. Parce que
plus on en parle, plus d'autres personnes sont informées et plus elles doivent également se dire ah non, je dois faire attention parce que je ne veux pas que demain ce soit moi qui sois à la une, malheureusement. Donc oui, le fait que des survivantes, j'ai failli dire des victimes, mais bon, le thème approprié c'est les survivantes, parfois utilisent les réseaux sociaux pour témoigner, s'exprimer. On en parlait, ça permet aussi à d'autres personnes dans leur cas de se dire ah je suis pas seul dans ce cas, donc je peux aussi moi me libérer, et c'est en cela que c'est positif. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et j'ai bien compris le sens de votre question, il y a aussi ce qui est dit et pas bien dit, les commentaires qu'on peut avoir à l'issue des VBG, comme récemment, si j'ai bien compris, des hommes, pour la plupart, qui estiment que non, battre une femme, c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Non, quand on dit ça, on est sous le coup de la loi et on va au PPA pour ça et c'est tant mieux. Et justement, c'est tant mieux, vous le disiez tantôt, on va demander à la régie, parce qu'elle a un élément là-dessus. Si vous êtes prêts, on pourra regarder ensemble, s'il vous plaît. Récemment, dans un live, la TikTokeuse ivoirienne Yélène Kwame, connue sous le nom de Mahabio, dénonçait les violences subies dans son ancienne relation. Un internaute avait publié sur Facebook: le but de Mahabio veut gâter la vie du jeune. Sinon, frapper femme, je trouve ça logique et je suis très d'accord. L'individu qui pensait sans doute écrire impunément derrière son écran a été appréhendé par les forces de l'ordre dans la ville de Daloa et déféré devant le parquet d'Abidjan, où il répondra de ses déclarations devant la justice ivoirienne. Cette affaire est un avertissement clair contre les dérives sur Internet. Soyez prudents, car un méchant commentaire peut entraîner de vraies poursuites judiciaires. Respecter la dignité de l'autre n'est pas une option, c'est une obligation. De retour sur le plateau, toujours en compagnie de nos invités. Madame Tro, quand on entend un tel reportage, un homme qui justifie le fait de battre une femme est aujourd'hui arrêté, c'est normal? Oui, c'est normal. Nous sommes toutes heureuses. Hein. Oui, bien sûr. Que la loi est appliquée. C'est normal que les gens soient arrêtés. Oui, oui. Non, c'est ça que je parle. Attention, c'est ça que je parle. Déjà, de voir que l'État a vraiment réagi de manière très prompte. Ça permet en même temps aux autres, comme on le dit, d'attirer la sonnette d'alarme pour dire qu'on ne dit pas tout et on n'accepte pas tout. D'accord. Voilà. Et pour la question précédente tout à l'heure, pour dire est-ce que les réseaux sociaux, moi je vais revenir sur le cadre vraiment important des violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre sont vraiment délicates, ils ne sont pas encore acceptés comme cas de délit dans nos communautés. Et vous-même, vous avez dit, le silence, est-ce que c'est par la honte, est-ce que c'est par peur, est-ce que c'est par stigmatisation, est-ce que. Donc, utiliser les réseaux sociaux, peut-être après avoir suivi un processus de prise en charge, de reconstruction, maintenant on a pris les étapes, on sort du système, alors on peut aller utiliser les réseaux sociaux comme moyen de communication pour susciter l'engagement et la mobilisation des personnes. Mais une personne encore blessée, qui utilise les réseaux sociaux, qui s'exprime sur les réseaux sociaux, j'ai encore peur pour cette personne parce qu'elle est en état de vulnérabilité. Même réseaux sociaux pour ou contre? Pour exprimer les violences qu'on a subies. Pour exprimer, couteau à double tranchant, parce que oui, c'est un bon canal, c'est vrai, parce que tout le monde est dessus, tout le monde voit, donc tout le monde sera au courant. Et dernièrement d'ailleurs, je pense que beaucoup de femmes victimes de violences basées sur le genre ont fait des posts et se sont vues prendre en charge juste après grâce à ces posts-là. Donc, dans ce sens-là, effectivement, c'est pour, mais contre dans le sens, pour aller dans le même sens que Madame Tro, il y a des commentaires qui ne sont pas toujours, qui sont souvent très désobligeants et qui ne prennent pas en compte la vulnérabilité de la personne qui a fait le post. Et parfois dans l'euphorie, ou on va dire dans le comment dire ça, dans la victime, dans les émotions, merci, dans les émotions, on peut dire certaines choses qui ne sont pas forcément faites pour être dites par ce canal-là. Donc, et ça, c'est pas forcément maîtrisable
pour la personne c'est certainement ce qu'on veut parler de danger. Oui, justement. Oui, c'est un danger pour elle, mais aussi, comme je dis, il y a des mécanismes. Nous parlons des principes directeurs en matière de VBG. Donc, les principes directeurs, c'est quoi? C'est le respect, c'est la confidentialité. Alors que quand on passe sur les réseaux sociaux, tous ces verrous-là sautent. Du coup, je dis bien, les réseaux sociaux, c'est à vie. Et à tout moment, quelqu'un peut sortir le sujet et ça vous impacte de manière définitive. Est-ce que quelqu'un qui est victime de violences basées sur les gens veut rester de manière éternelle victime de violences basées sur les gens ou bien veut passer au stade de survivante de personnes qui s'est rétablie, qui s'est reconstruite? C'est là la problématique liée aux réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi j'ai un peu une petite inquiétude liée à ça. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Zawi, sur les réseaux sociaux? Non, mais c'est ce que je disais, en fait, c'est un moyen d'expression. Après, ça dépend de ce qu'on en fait. Effectivement, il peut y avoir le danger qu'une victime qui a pris la parole sur les réseaux sociaux soit stigmatisée. Après, il y a des commentaires désobligeants, donc ce n'est peut-être pas le bon endroit parce que c'est quand même délicat d'un point de vue de la psychologie. Mais je veux dire, à contrario, moi je voyais plutôt le côté, ça donne quand même l'opportunité à d'autres personnes, peut-être dans le même cas, de dire, je ne suis pas seul, donc oui, ça peut me motiver à prendre la parole, donc c'est peut-être ça. Après, il est clair que oui, quand un homme, ou peu importe une personne qui s'exprime sur les réseaux sociaux pour faire l'apologie de la violence, forcément ça tombe sur le coup de la loi. Et ce qu'on doit comprendre, comme je me plais souvent à le dire, il faut que nos concitoyens comprennent qu'il n'y a pas une vie réelle qui soit différente de notre vie virtuelle. S'il y a des lois dans la vie réelle, il y a aussi des lois dans la vie virtuelle. Donc, ce n'est pas une zone de non-droit, les réseaux sociaux. Si on fait des choses qui ne sont pas admises par la loi, on risque de se faire avoir. Et c'est pourquoi il est aussi important de prendre le temps de s'informer. Parce que, comme disent les juristes, et ils ont raison, nul n'est censé ignorer la loi. On parle de violence basée sur le genre. On a tendance à penser beaucoup aux femmes, mais il y a également des hommes battus. On en parle moins. Qu'est-ce qui justifierait cela? Je m'adresse là à monsieur Zawi. Hein? Oui, mais ça convoque ce qu'on a dit plus tôt. Ce sont nos valeurs traditionnelles. L'homme. C'est honteux pour un homme de lui dire bien sûr. L'homme, c'est le. Non, mais on est dans une société, j'allais dire, outrancièrement patriarcale. Donc, un homme n'a pas le droit de pleurer, c'est la place publique, vous savez. Un homme, ses émotions négatives, en tout cas, il n'a pas le droit de les montrer. Donc, on est formaté, je pèse vraiment le mot, on est formaté comme ça. Si déjà une femme qui est battue se gêne à aller dire publiquement que j'ai été battue, pour faute de raison, un homme, donc oui, c'est vrai que... mais cela dit, enfin peut-être que Mme Tro pourra affiner les statistiques, hein, mais si 10 personnes, quand on dit 8 femmes battues, il y a peut-être 2 hommes qui le sont aussi, mais oui, ils n'ont pas eu cette force-là psychologique de faire la démarche parce qu'il y a un environnement sociologique qui dit surtout pas, voilà, il ne faut pas franchir le... Elle dit quoi enfin, bref. Je vais pas dire ça. Non, ça va. Est-ce que vous avez certainement reçu des témoignages de certains hommes qui sont battus? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Qu'est-ce que vous avez entendu? Excusez-moi. Vous voyez, en fait, c'est à cause de vous que les hommes ne parlent pas. Vous riez déjà sur le plateau. Non, mais je pense pas que c'est ça. Bon, ok, d'accord. La question de M. Cognoti. Oui, en fait, qui me fait bon, d'accord. Effectivement, il y a des hommes qui sont battus. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les pauvres. Ils expliquent les mêmes conditions que les femmes. Ils sont racontez-nous une histoire. Il y a eu quoi? La dernière en date que vous avez écoutée? Je crois qu'il y a un monsieur, vraiment, il travaille, il a toute l'opulence que vous ne pouvez même pas imaginer. D'accord. Monsieur Ressent et désolé, mais nous trouve toutes, quoi. Vous êtes des femmes? Femmes avec le directeur qui est là. D'accord. Il a du mal d'abord à s'exprimer. Donc, quand c'est comme ça, par affinité, c'est le directeur qui l'écoute. Un homme, c'est un homme. Ok. Donc, après l'écoute, on se rend compte en réalité qu'il est victime non seulement de brimades de la part de sa femme, mais de séquestration, je vous le dis. Oui. Et de traumatismes, d'injures, de violences psychologiques et émotionnelles. C'est la totale, violence en fait. Physique, mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est un homme à part entière. Ah bon? Oui. C'est un homme à part entière. Donc, pour dire que... C'est quoi, il est âgé que lui? Elle fait les arts martiaux? Enfin, je comprends. Physiquement, la plus forte... C'est quoi? Pas physiquement.
Il est grand, je vous dis que c'est un grand. Il est grand, il est costaud. Il se laisse... C'est psychologique là. Vous savez, le niveau du pouvoir, la manipulation, ça dépend, elle a une emprise sur lui. Et c'est pareil pour les hommes en fait. C'est pareil, c'est vice-versa. Donc autant que vous avez des hommes qui manipulent, qui brisent émotionnellement, qui détruisent émotionnellement, vous avez aussi des femmes qui sont manipulatrices et qui brisent émotionnellement. Il est très amoureux, donc il est très amoureux et il laisse passer beaucoup de choses. Il est sujet à beaucoup de choses. Ok, je comprends mieux. Il y bien. a plusieurs cas comme ça qu'on reçoit. Alors le problème, il est posé. Aussi bien chez des hommes que chez les enfants. Ouais. Malheureusement, le problème existe. Je pense qu'il faut quand même des solutions. Oui. On va faire le dernier tour de table avec... Tu sais, j'aimerais... allez-y très rapidement. Alors, il y a pour une histoire concrète, hein, un couple donc dans une cité, les voisins que je connais bien, et le monsieur, en fait, sa femme le battait en criant. En criant. Ouais. Donc, elle humilie deux fois. Beaucoup dans le quartier, elle camoufle. Tout le monde pensait que c'était. Ah, c'est elle qui. Oui, comme c'est elle la victime. Voilà. D'accord. Elle le frappe en criant, pleurant. C'est ça. Tu vas me tuer. Mais vraiment, les gens autour n'avaient jamais imaginé jusqu'au jour où vraiment les cris étaient très. Et ils ont débarqué dans la maison en se rendant compte que c'était la femme qui était sur le monsieur en train de le frapper. Donc déjà, au lieu de dire je vais te tuer, c'est tu vas me tuer qu'elle dit. Mais vraiment, et ça, tu vois le niveau de manipulation que c'est. Waouh. Ça existe. Hein. Il faut agir, il faut des solutions. Monsieur Valentin Zawi, les propositions concrètes ou les actions prioritaires pour encourager les uns et les autres à dire tout de suite lorsqu'ils sont battus par vous, c'est quoi? Ben, il y a déjà, je crois qu'on l'a un peu évoqué, hein. Je pense qu'il y a un travail important qui est fait au niveau de l'État, mais il faut continuer à renforcer le corpus du juridique et judiciaire pour que ceux qui sont auteurs de ce genre d'actes-là puissent vraiment payer au nom de la communauté, donc c'est important. Et il y a aussi, j'en parlais, je pense que de plus en plus au niveau de l'éducation de nos enfants, c'est important que nous leur inculquions le respect de l'autre. Parce que il faut repenser l'éducation pour changer les mentalités. Exactement. Parce que c'est ça, comme je l'ai dit, c'est la matière qui oriente l'action. Donc c'est ce qu'on aura mis, pour parler de façon triviale, dans leur tête, là, qu'ils vont donc respecter sur le terrain. Donc ça, au niveau de l'éducation, c'est important. Il y a aussi la formation des acteurs. Je pense que Mme Tro l'avait évoqué. Parce que plus il y aura d'agents de sécurité, plus il y aura des citoyens formés, n'est-ce pas, à la thématique des VBG, plus on aura des citoyens qui vont avoir la bonne posture, la bonne attitude. Donc ça, c'est aussi important. Au niveau aussi des mécanismes de protection et de sécurité, je pense qu'il y a aussi un travail qu'il faut faire. On parlait des centres d'accueil, il y a des efforts, mais je pense que le besoin, il est abyssal. Donc il faut encore que l'État fasse des efforts conséquents pour qu'il y ait beaucoup plus de centres d'accueil qui sont donc des endroits outillés pour une bonne prise en charge des victimes, pour qu'elles passent du stade de victime à un stade de survivante. Alors, on va supposer que je suis témoin de violences faites à une femme. Je constate ça tout le temps. C'est quoi le rôle, moi, en tant que membre de son entourage, je suis censé jouer pour la protéger? D'accord. Le rôle de l'entourage, justement, des victimes. Le rôle de l'entourage, c'est d'abord de dénoncer. À la place des victimes? Oui, vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de le faire. D'accord. Vous avez des lignes qui sont disponibles. Donc, on a la ligne 1308, qui est la ligne du ministère de la Femme, Famille, Enfants, pour tout ce qui est dénonciation des cas. Oui, parce qu'autrement, par exemple, mais c'est non-assistance personne en danger. Voilà, en fait, c'est okay. ça. Et il y a aussi cette possibilité d'être vous-même d'abord d'être écouté, d'être pris en charge, et puis de faire le référencement de la survivante. Voilà. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, vous avez aussi des applications. Chance. Vous avez l'application Chance qui a été initiée par l'UNFPA avec l'État de Côte d'Ivoire. C'est une application qui est accessible à tous. D'accord. Et au-delà de ça, nous avons moins plus. Vous avez que ça s'appelait Chance, c'est ça? Oui, Chance. Donc vous avez plusieurs plateformes qui existent au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de tous les territoires de la Côte d'Ivoire, où vous avez des portes d'entrée, vous avez des organisations. Ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons aussi des mécanismes communautaires. Donc il y a des comités de violence basée sur les gens qui sont mis en place dans les communautés, aussi bien rurales qu'en ville. Donc vous avez la possibilité d'avoir accès à ces personnes de ressources-là, qui peuvent aussi être votre porte d'entrée pour tout ce qui est mécanisme de prise en charge et de référencement. Et
Au niveau aussi comment on le dit, des portes d'entrée telles que le commissariat ou bien de la santé, et le ministère de la Santé aussi qui a un mécanisme de prise en charge. Donc vous avez aussi plusieurs portes d'entrée que l'État a mis en place. C'est vrai que c'est insuffisant, mais vous avez un rôle à jouer, nous avons un rôle à jouer en tant que témoins. Donc nous avons l'obligation non seulement d'informer la personne qui est victime, mais aussi d'orienter la personne vers les structures de prise en charge. Ce qui va faciliter le mécanisme de dénonciation et qui va briser la loi du silence que nous avons malheureusement en Côte d'Ivoire. Mme Gueye, proposition pour aider les uns et les autres à s'exprimer à temps? Alors, le rôle des familles, donc pour rejoindre ce que M. Zawi a dit, je pense qu'il faut, dès le bas âge, éduquer nos garçons, nos filles aussi, hein, mais éduquer nos enfants. À ne pas crier au secours pendant qu'elles battent leurs hommes. Entre autres. Alors, il faut vraiment les éduquer sur ce point-là. Et ça va faire d'eux des adultes qui ne commettront pas ce genre d'acte. Ensuite, le rôle de l'État. Le rôle de l'État, il est à plusieurs niveaux, à mon sens. Alors, le volet juridique. Pour moi, il faudrait punir, mais punir sévèrement ces actes-là. Ça va faire peur, parce que je crois que personne n'aimerait se retrouver en prison pour avoir battu sa femme pendant 5 ans, je dis n'importe quoi. Mais vraiment, il faut des sanctions pénales qui font peur. Qui dissuadent, en fait. Qui dissuadent, ouais. D'un autre côté, l'accompagnement de ces structures-là, donc dans la mise en place, dans l'accompagnement des victimes, que ces structures-là puissent être outillées, avoir tout ce qu'il leur faut et qu'il y en ait plus pour que ces victimes-là puissent savoir où aller et ne pas avoir peur de dénoncer. Après, il y a aussi la formation des acteurs comme les journalistes, par exemple, pour parler de ce sujet-là, mais vraiment de plus en plus, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de quoi faire dans ces situations-là. Pourquoi les victimes des violences basées sur le genre ne parlent-elles pas à temps? C'est le thème autour duquel nous avons échangé ce soir en compagnie de Madame Tromalamita, spécialiste en genre, jeunesse et inclusion. Merci à vous, Madame, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir partagé votre expérience sur ce plateau. Merci à Mme Gueye Kwakoukan. Merci d'avoir été sur ce plateau. Monsieur Valentin Zawi, merci également à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est ici que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain pour une autre thématique.